Si on veut dire, parce qu'il manque plein de choses dans l'énoncé de 180, voilà. Si on veut dire que ça doit être 180, il faut justifier le 18 de différence. Donc déjà, ça veut dire que on prendrait tous les gens tels qu'ils sont en train de courir, en fait, c'est des abrutis. Donc là, la sélection naturelle, elle a plus agi. Il y a eu comme un truc qui fait qu'on a tous été des abrutis, puis qu'il y a un gars qui arrive et qui a une espèce d'illumination, un genre de Bouddha, et puis qui dit « Putain, c'est 180 aujourd'hui. » Énorme. Lui, il a trouvé. Salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et oui, un épisode très spécial avec un invité de marque que je vous présenterai dans quelques instants, juste après les remerciements au Patreon, cette communauté de soutien participatif qui permet de rendre indépendant et de restituer un petit peu toute l'énergie qui est mise à votre disposition à partir de quelques euros par mois. Et puis, comme je l'ai indiqué dans les derniers épisodes, je souhaite faire bénéficier à cette communauté de soutien participatif du contenu exclusif. Et donc j'ai commencé à partir du mois de janvier 2024 un épisode sur l'actualité du trail et notamment le mercato hivernal avec Monsieur Fred Bousseau. Et puis un autre épisode, puisque pour marquer ma volonté de mettre à disposition du contenu privé, et bien un autre épisode avec mon coach Thomas Pigois dans lequel nous parlons de la planification à venir de mon année 2024. Et puis un épisode dans lequel nous débriefons un test à l'effort que je viens de réaliser. Donc voilà, si vous souhaitez bénéficier de ce contenu exclusif et soutenir le LTP à partir de quelques euros par mois, rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Et vous aurez du contenu exclusif une ou deux fois par mois. Allez, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois Cyril Gendre. Il est docteur en sciences du sport, chercheur, entraîneur, préparateur physique et professeur d'éducation physique et sportive. Il est l'un des créateurs de Volodalen, qui est un organisme de formation et un laboratoire de recherche sur le mouvement dédié aux préférences motrices naturelles. Et donc c'est un organisme qui est composé de chercheurs, d'ingénieurs, de formateurs et de professionnels de la santé et du sport. Et donc dans cet épisode, nous allons évoquer tout un tas de sujets, l'histoire de la création de ce laboratoire, les raisons qui ont poussé Cyril et ses équipes à créer cet organisme, et nous allons bien évidemment parler des préférences naturelles en lien avec la course à pied et plus particulièrement le trail running. Et dans cet épisode, nous avons été accompagnés par Gwenaël Moisan qui est également Patreon et que je remercie énormément pour son soutien. Allez, après cette longue introduction, je vous laisse profiter de cette conversation avec Cyril Gendre et Gwen Moisan. Bonne écoute. Salut à tous les deux, je suis extrêmement heureux de vous recevoir. Cyril, c'était, comme je le disais, c'était un véritable honneur de te recevoir dans le podcast. Première fois pour toi dans le Let's Try Podcast. Comment vas-tu déjà? Et puis, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je vais très bien. Merci pour ton invitation. Me présenter, donc je m'appelle Cyril Gendre, je suis français, je vis en Suisse. J'ai une formation pour être plutôt prof de fac, mais je suis pas resté à la fac, donc plutôt spécialisé dans les aspects biomécaniques et puis physiologie. J'ai créé en 2000, donc maintenant il y a déjà un moment, Volodalen, qui est une société qui a 3 axes. Le premier axe qu'on appelle coaching clinique, donc on reçoit des sportifs ou parce qu'ils sont blessés, puis souhaitent ne plus l'être, ou alors en quête de performance. Le deuxième axe, c'est la formation. On forme beaucoup de professionnels du sport et puis de la santé à la personnalisation par le mouvement. Puis le troisième axe, c'est un axe recherche. Très bien, parfait. Merci en tout cas encore une fois de participer à cet épisode. On va partager un petit peu ton histoire et la création de Volodalen. Gwenaël, salut, je te remercie de participer à l'épisode. Tu es un fidèle soutien participatif du podcast. Pareil, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bonjour tout le monde, bonjour vous deux. Déjà, c'est un plaisir d'échanger avec vous deux. C'est un véritable honneur d'être avec vous. Alors moi, j'ai 45 ans, je suis prof des écoles. J'habite à Saint-Gervais-les-Bains depuis 2020. Avant ça, j'ai grandi en région parisienne. Donc voilà, donc ça fait maintenant 5 ans que je m'intéresse un peu au trail. Et depuis que je suis à Saint-Gervais-les-Bains, forcément, c'est devenu une grosse passion pour moi. Et donc ça va être intéressant là d'échanger parce que c'est vrai que
J'ai lu pas mal de trucs concernant la clinique, enfin, boulot d'haleine, et j'ai regardé pas mal de vidéos, donc c'est vrai que j'ai hâte d'entendre tout ça, quoi. Et puis merci encore. Effectivement. Et d'ailleurs, Gwen, je te remercie puisque lors de notre week-end Patreon, tu m'as prêté le fameux livre Terrien ou aérien de Cyril. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir un petit peu consulter les principes. Alors moi, pour moi, volo d'haleine, c'est la première fois que j'en ai entendu parler, à vrai dire, c'est dans le cadre d'un de mes rendez-vous podologie chez Damien Parère à Marseille, qui a été formé au volo d'haleine et qui m'a expliqué un petit peu le principe de base de ce qu'est volo d'haleine, de ce qu'est l'ADN et l'origine de volo d'haleine, et puis l'intérêt d'appliquer ces concepts-là dans le cadre des soins. Mais avant de parler de tout ça, Cyril, si tu veux bien, essayer de nous présenter rapidement ton historique sportif avant la création de volo d'haleine. Mon historique sportif, même si ça apparaît pas au départ, moi j'ai été jusqu'à 17-18 ans un judoka. Et puis, quand on faisait des stages de judo, la première partie de la journée, en général, on fait du physique, on va courir, et puis après, on va sur les tatamis. Et puis, en allant courir dans les stages du judo, je me suis rendu compte que ça allait pas plus mal en courant par rapport à ce que je faisais sur le tatami. Et donc, à 17-18 ans, je me suis mis à courir. D'abord, faire le SMI. J'habitais Montbéliard à l'époque. Il y avait un SMI assez connu qui s'appelait le Lion, qui allait de Belfort à Montbéliard. Puis, je me suis mis à le faire. Ça s'est plutôt pas mal passé. Puis après, ça se passait aussi plutôt bien dans les crosses de collège ou les choses de ce type-là. Et donc, je suis passé au demi-fond. Puis, après avoir fait pas mal de SMI et des 10 km, je suis passé au demi-fond, plutôt sur 8-15. Et puis comme ça, j'ai oscillé entre le semi et puis des courses, donc entre 2 minutes, on va dire, et puis 1h, 1h15 de course. Je fais aussi un peu de trail et je cours en fait toujours régulièrement, 3-4 fois par semaine pour être bien. C'est plutôt mode santé. Voilà pour mon historique sportif. Après, je suis assez dans le sport, touche à tout. J'aime un peu tous les sports. J'aime les suivre et les pratiquer un peu tous, voilà. Ouais, effectivement, on voit sur les différents contenus que vous proposez, notamment sur YouTube, où vous avez une approche, notamment des sports, le tennis, le foot, le basket, lié à ces préférences naturelles dont tu vas nous parler juste après. Est-ce que tu peux nous resituer, Cyril, si tu veux bien, alors un passif athlé, clairement, on peut le dire comme ça. Déjà, avant de passer à la genèse de volo d'haleine, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, quelle était ta vision du mouvement, je crois que t'as été coach aussi au début, me semble. Je continue de coacher des athlètes. Oui, t'as un brevet fédéral, il me semble, en athlé. Donc, quelle était ta vision de l'entraînement du point de vue du mouvement en athlé? Au départ, moi, je suis un produit donc j'ai passé un peu tous les diplômes qui existent, possibles et imaginables, les brevets d'État 1, 2, les diplômes fédéraux, les diplômes de chronométrage. En fait, j'ai passé un peu tout le système fédéral lié à l'athlé. Donc, ma vision, au départ, c'était celle des modèles dominants, qui est un modèle, qui est un système de rebond, plutôt de rebond avant-pied. On parlait du pied intelligent. De ce qu'on a appelé après le modèle masse-ressort en science, donc une capacité à être haut sur l'appui, à aller chercher un appui avant-pied pour pouvoir profiter du rebond pour être efficient. Donc moi, quand je suis rentré, j'ai essayé d'appliquer ce modèle à moi-même, et puis très vite, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais aller porter plainte contre mes parents, j'ai les pieds tout pourris, pourquoi ils veulent pas rebondir, hein? Et donc j'ai essayé de faire ce que plus tard les gens du minimalisme m'ont demandé de faire, c'est-à-dire de courir avant-pied, de renforcer mon pied dans le système de rebond. Donc la course pieds nus sur de l'herbe, aller rebondir sur la piste, j'ai connu ça un peu avant, parce que j'ai essayé de me l'appliquer là, on est dans les années 90. J'ai essayé de me l'appliquer et puis simplement, je me rendais compte que ça fonctionnait pas bien. Et donc, quand tu as un modèle qui fonctionne pas bien sur toi, ou tu te remets en cause toi, ce qui est le cas au départ, ou alors tu te dis, est-ce que je pourrais me permettre de remettre en cause le modèle, et tu regardes ce qui se passe autour. Donc, tu passes d'une vision qui est une vision selon laquelle il y a une norme qui serait bonne pour tous,
et puis tu vois qu'elle n'est pas bonne pour toi, et tu te dis, ou je me coupe les pieds et je les remplace, ou alors Ou j'arrête le sport. j'essaie de remplacer Ou le modèle, quoi. tu peux dire j'arrête le sport aussi. Je Éventuellement, veux dire, j'arrête le ça peut. sport, voilà. Mm. Puis, je me suis rendu compte après, c'est toujours un lien entre de l'intellect et puis des sensations, que finalement, quand je me concentrais plutôt sur le rebond de mes cuisses, ça fonctionnait pas plus mal. Mhm. Et au départ, très franchement, je cherchais à me conformer au modèle dominant. J'avais déjà des systèmes de différenciation des sportifs. Par exemple, quand je faisais, dès les années 95, je faisais des formations pour les coachs. Je les faisais passer. J'avais ceux qui étaient sable, il y avait ceux qui étaient terre, il y a ceux qui étaient piste. Puis bien sûr, celui qui était sable, je faisais une correspondance entre les éléments de l'environnement externe et puis interne. Mais celui qui était sable, il fallait qu'il se débrouille pour être meilleur puis devenir piste. Mhm. Donc, j'avais quand même le système hiérarchique qui apparaît encore dans le premier bouquin que j'ai écrit, dans lequel je garde encore le système dominant, qui est un système d'extension rebond. Et c'est que progressivement que je me suis rendu compte de combien il y avait des systèmes optimisés au-delà même du fait d'être avant-pied et puis d'être en rebond. Voilà, donc mon premier contact avec la clé, c'était un contact à me dire, OK, il faut que je me conforme, ce que j'ai appelé après le principe d'adaptation. Il faut que mon corps s'adapte à ce qu'on me dit qu'il faudrait faire. Et puis le deuxième, c'était ce que j'ai appelé après un principe de sélection. Pourquoi je sélectionnerais pas un type de foulée qui émane directement de mon corps et qui va pas si mal. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est dans ce que tu décris, c'est toi-même qui te confronte à la problématique de la norme qu'on t'impose et qui rentre pas, qui correspond pas à ce que tu ressens toi personnellement dans ta pratique. Toi, je te pose une question un peu plus large, Cyril, mais de manière générale, t'avais quand même une tendance à être anticonformiste dans l'approche générale, Oui. De ta vie, quoi, de manière plus générale. Globale. Ouais. Mais j'essaye quand même. Et ça marche pas. Déjà à l'école, j'ai une tendance, l'info qui vient du haut me convient pas. Il faut que tu testes toi-même et que tu réfléchisses par toi-même. Tu parles notamment dans ton livre de cet aspect de transversalité entre les différents domaines, que ce soit en sciences, etc., qui toi te parle énormément. Notamment, tu parles de l'exemple du nénuphar qui fait une contraction qui peut ressembler à la contraction musculaire. Et tu mets les relations. Tu parles de cette transversalité des disciplines scientifiques qui est hyper intéressante, qui permet d'ouvrir l'esprit, et on a trop tendance de ton point de vue à réfléchir en préfermé et à ne pas s'ouvrir sur l'extérieur, quoi. C'est un peu ça l'idée générale de départ de Volodalen. Oui, et puis après, il faut bien en comprendre la genèse. Là, tu étais sur le point de la genèse. Je pense que chacun, dans ce qu'il va exposer comme théorie, parle un peu de lui en faisant en sorte de faire croire qu'il parle pas de lui, mais qu'il accède à des grandes idées, à des grands principes, alors que je pense que chacun parle de soi. Qui était, à partir du moment où vous acceptez pas un système qui est un système vertical, vous vous dites, OK, ils vont construire un système qui est un système émergent, mais tu le construis sur quoi? Et donc, tu as la recherche de principes dont tu te dis, je voudrais essayer qu'ils soient un petit peu plus universels, peut-être un petit peu plus applicables que ceux qu'on nous propose, un peu plus larges que ceux qu'on nous propose, ou aller chercher du large. Je me suis dit, normalement, quelque chose qui est large, qui est important, doit avoir passé le temps, il doit pouvoir s'exprimer dans l'espace. Donc, à plusieurs endroits, on doit pouvoir le retrouver, ça doit passer le temps. Et puis, le seul truc que je trouvais qui pouvait passer le temps et l'espace, c'était des modèles polarisés. C'est le fait que partout où tu regardes, il y a des constructions dans le vivant qui s'inscrivent sur une manière de faire et tu trouves la manière de faire opposée. Donc, je me souviens qu'à l'époque, j'étais sur la cellule. Qu'est-ce qui crée, par exemple, plus d'activation d'une partie dans les réactions chimiques? Est-ce que ça va favoriser, est-ce que tel paramètre va favoriser tel autre? Et alors là, tu rentres dans un truc qui est infini tellement c'est complexe. La seule chose dans laquelle tu te rends compte, c'est que partout il y a du plus, il y a du moins. Donc en fait, il y a des espèces de polarités. Alors, pour créer l'équilibre. Qui vont exactement créer un système optimisé, donc un système qui est en équilibre, qui est capable d'être à la fois lui-même et puis d'être un petit peu autrement que lui-même, l'altérité et l'identité. Et que c'est toujours basé sur des opposés. Alors après,
Moi, j'étais plutôt spécialiste des aspects physiologie. Tu vas te dire, ok, est-ce que ce que j'observe, par exemple, sur la contraction musculaire, parce que c'était ce que je connaissais, tu l'observes un peu ailleurs. Donc, une contraction musculaire, c'est quand même bien un moment où tu contractes, tu relâches, tu contractes, tu relâches. Est-ce que tu l'observes par ailleurs? C'est quoi les processus biochimiques? Et tu te rends compte que, par exemple, chez les végétaux, tu observes des choses qui sont extrêmement semblables. Polarisation, dépolarisation, tu le trouves un petit peu partout. Mais en revanche, les mots qui sont utilisés ne sont pas forcément les mêmes. Donc, quand tu dis que tu cherches à comprendre la fatigue chez les végétaux, que tu vas en fac de botaniste, avec les botanistes, tu te fais tuer, quoi. Alors qu'ils ne voient pas, parce qu'ils n'utilisent pas ce langage, ils ne voient pas que les processus sous-jacents sont exactement les mêmes. Donc la fatigue chez le nénuphar ressemble énormément à la fatigue quand tu fais une suite de contractions musculaires. C'est-à-dire il y a les principes universels qui sont derrière. Voilà. Et donc ça, je m'y suis confronté. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, donc tu fais un peu toutes les bibliothèques universitaires de toutes les spécialités pour aller chercher ces points communs qui étaient pour moi des éléments pour venir instruire ma vie. C'est-à-dire c'était des choses stables sur lesquelles je voulais pouvoir m'appuyer pour pas passer à côté de points importants dans le quotidien de ma vie pour pouvoir choisir. Et donc, on en vient à ce moment où vous décidez, je crois que tu n'es pas seul à décider de créer Volo d'Haleine, vous êtes trois, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, alors je décide, ouais, alors peut-être je décide, mon parcours m'amène à être plutôt à la fac, puis je me rends bien compte que ça va pas le faire, lié au tempérament, de nouveau. Donc, en fait, tu veux faire de la recherche liée au mouvement, et puis tu veux pas être à la fac, alors comment tu fais? T'as pas tellement de solutions, puisqu'il n'y a pas de système préexistant. Je me dis, je veux le créer. Puis je vais avoir un ami qui est coureur, qui s'appelle Stéphane, et puis un autre ami qui est aussi coureur, et puis informaticien qui est Olivier. Puis je leur dis, tiens, j'ai un truc sympa. Je vais prendre une année de dispo, et puis je vais écrire un site qui va s'appeler On cherchait le mot, voilà, à ce moment-là. Et on est parti, effectivement, les trois, d'abord à créer une assoce, qui après est devenue une société. Et le nom, tu peux nous révéler pourquoi Volo d'Haleine? Ouais, si on cherchait, en fait, c'était l'époque où il y avait des trucs, tu vois, si tu voulais faire un truc courir, au lieu de le faire avec un C, tu le faisais avec un K. Il y en avait un peu de partout, des trucs de ce type-là. Puis on s'est dit, ça, moi, j'aime pas les trucs qui sont que d'une époque. Parce que, tu vois, un peu compris, je pense, j'aime pas les modes qui sont là. À un moment donné, c'est du jaune, c'est du vert. Comme chercher un truc un peu plus profond, je dis, bon, ça va pas le faire. Donc, on cherchait un rapport à l'histoire. Et puis, pour les gens qui connaissent un peu la course à pied, Volo d'Haleine, c'est un village en Suède dans lequel il y a une approche assez sensible de l'entraînement qui est arrivée. Tous les pays latins ont envoyé leurs coureurs à Volo d'Haleine. Et on s'est dit, tiens, on va prendre ce mot-là parce que ça correspondait aussi à un projet qu'on avait au départ, créer des lieux dans la nature dans lequel on respecte les sensations de la tête pour générer l'entraînement. Puis comme c'est l'histoire de Volo d'Haleine, de cet hôtelier qui a changé son hôtel en centre d'entraînement, on a dit, vu que plus personne ne le connaissait, surtout depuis la mort de Gustin Lander, donc le gars qui avait créé ce centre, on s'est dit, c'est sympa de le faire renaître en remettant ce nom. Alors c'était notre pire décision de l'histoire, parce qu'après on a été traité de Voltaren, les gens se trompent, écrivent avec des E, des Valadalen, voilà. Et donc n'importe qui aurait connu un peu la communication, le marketing, nous aurait dit, vous êtes des grands malades. Faites tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Bon, voilà, on l'a fait, c'est pas de bol. Maintenant, on l'assume, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, le côté historique se comprend. Il y a une profondeur dans le choix de Volo d'Haleine, mais en revanche, la surface, ça ressemble à rien, quoi. Dans les premiers moments, vraiment, l'ADN de Volo d'Haleine, c'est vraiment créer un lieu physique où vous allez recevoir des sportifs pour faire des études. C'est quoi l'ADN profond on cherche l'ADN profond, c'est d'abord qu'on soit bien dans notre vie, quoi. Puis on serait bien à faire exactement ce que j'ai dit. Un lieu où on peut recevoir des sportifs, c'est lié au mouvement parce qu'on aime bien bouger. C'est toujours pareil. Et puis, en même temps, on aime bien la nature, donc un endroit où il y a un peu de montagne et puis un peu de sapin. Puis voilà, comme la recherche nous parle, on doit pouvoir en même temps faire de l'accueil et puis en même temps faire de la recherche, mais avec tout ça, il faut vivre. Donc, c'est bien créer un centre dans lequel on puisse vivre avec des sportifs, bouger, s'entraîner. Rapport interne-externe était très, très présent. Donc, la notion de rapport à la nature, et puis la recherche, parce que ça nous parle. Voilà. Très clair. Gwen, n'hésite pas à poser des questions à Cyril si tu veux. Non, j'écoute avec attention, là, c'est
très intéressant. Là. Et je confirme, un volo d'haleine, j'ai mis beaucoup de temps à le mettre dans la tête avant de ne pas l'écorcher. C'est pas le seul. Je veux qu'on commence à parler de vos différenciations dans le cadre de volo d'haleine. Tu en as parlé tout à l'heure, c'est profondément anticonformiste dans l'approche de l'entraînement, des soins, etc. On peut dire que c'est ça l'ADN, l'idée directrice de volo d'haleine, c'est pas tomber dans des cases et proposer de l'individualisation pour les sportifs. Ça, c'est clair, c'est pas tombé dans les cases, puisque c'est le truc que je supportais pas au départ. C'est d'ailleurs très rigolo, d'ailleurs, maintenant, quand certaines personnes disent que les préférences, c'est des cases, puisqu'il y a terrien puis aérien, alors que c'est le principe inverse qui est à l'origine et qui continue d'être dans l'ensemble de ce que l'on fait. Mais je dirais qu'en premier, c'est juste que l'animal, il soit bien dans son environnement. C'est le principe de base, que tout le reste... Il y a une force motrice anticonformiste, mais c'est pas la clé. On est aussi bête à être anticonformiste parce que si on veut être anticonformiste, on est quand même défini par le point de départ. Donc l'objectif n'est pas d'être anticonformiste. Il s'avère que dans mon tempérament, c'est un principe moteur, mais que ce principe moteur, il vient nourrir le fait d'être bien dans sa vie, quoi. En fait, d'être heureux de vivre, de sentir que chaque jour, tu as un truc que tu as appris et ça te rend heureux. Donc, d'être en espèce de deal permanent avec ton environnement, c'est beaucoup plus ça le principe de base. Et d'ailleurs, moi, ça me rend fou quand je vois que justement des modèles ou des choses qui nous ont amenés vont nous empêcher de trouver ça, qui est à la base de tout système animal. Donc, c'est beaucoup plus le fait de se sentir en équilibre, parfois déséquilibré, mais justement, on recherche de nouvel équilibre dans notre rapport à l'environnement. C'est beaucoup plus ça que le fait d'être anticonformiste. Anticonformiste, c'était un truc lié à mon tempérament qui m'empêchait de rentrer dans une case préétablie et donc qui a été une force motrice, qui reste une force motrice, mais qui peut devenir, comme tout le reste, un défaut. Des fois, d'ailleurs, je me le dis, ça devient un défaut. Tu es toujours en train de penser contre, c'est stupide, alors que tu dois penser avec le besoin d'un sportif. Donc, c'est pas la clé, en fait. Ça, c'est peut-être la clé d'un mouvement, mais c'est pas la clé de volo d'haleine. La clé de volo d'haleine, c'est bien de trouver un équilibre qui fait appel à des ressources internes pour venir se confronter dans le bon sens du terme avec des ressources externes ou des contraintes externes. Donc c'est bien cet équilibre interne-externe qu'on cherche. Pour ceux qui connaissent pas du tout, qui sont pas au fait de ce qu'est volo d'haleine, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que sont les préférences naturelles et puis cette dans le cadre de la course à pied et du mouvement, le terrien et l'aérien? Peut-être je peux l'exprimer à travers nos concepts qu'on a amenés qui s'appelle la pyramide de l'action, dans lequel j'ai essayé de me dire qu'est-ce qui est le plus important pour le vivant pour passer le temps qu'il a passé sur cette terre. Le premier point, c'est que les systèmes vivants, c'est des transformateurs d'énergie. Donc pour nous, le plus important, c'est comment on digère, comment on dort, donc comment on récupère notre énergie. Donc c'est un flux d'énergie. Ce flux d'énergie, il vient s'appliquer à l'intérieur d'une structure, ce qu'on appelle un corps. Donc il y a une structure, on a des os, il y a des choses qui peuvent pas changer. Il y a des gens qui ont un bassin large, il y a d'autres qui ont un bassin étroit. Ben voilà, ils vont pas courir de la même manière. Mais là, nous, on recherche toutes les statistiques. Il y a ça, on mesure les bassins, on regarde qui va courir plus en flexion, qui va courir plus en extension. Ça, c'est les paramètres qu'on appelle structurels. Ensuite, on rentre dans quelque chose qui sait apprendre. Ça s'appelle un système nerveux. En fait, partout en nous, on a des systèmes de communication qui apprennent cette relation entre nos ressources internes et puis l'externe. Alors, il y en a certains un peu plus primitifs qu'on appelle des réflexes, et puis il y en a d'autres un peu moins primitifs qu'on appelle des préférences motrices. Une préférence motrice est intéressante parce que c'est toi, mais qui n'est pas bloqué à l'endroit où tu es. C'est une hiérarchie, un truc que tu fais plus spontanément, mais dans lequel tu peux devenir. Puis au-dessus, il y a l'action. C'est une action qui est pensée. On appelle ça maintenant minds to move. C'est un esprit qui se met un peu en mouvement. C'est le truc qui est le moins important, mais c'est le plus adaptable. C'est ce qui peut changer demain. Demain, je peux décider d'arrêter de me dire qu'il faut être avant-pied et puis de venir dérouler, de venir un petit peu plus dans mes cuisses. Mais c'est le moins important. Tout le système, il est déterminé par les éléments dont j'ai parlé. C'est-à-dire une structure, un système nerveux
Il y a déjà des programmes préétablis, et puis de l'énergie. Quand l'énergie est là, quand l'énergie n'est pas là, on n'est pas tout à fait le même. Et avec ça, je vais essayer d'agir au mieux dans ma vie. Voilà. Donc, si je traduis tout ça, nous, on essaie de prendre toutes ces ressources, ces systèmes qui nous caractérisent pour les rendre le mieux possible dans l'action. Et puis, derrière, au fur et à mesure des études, on se rend compte que, voilà, si tu es plus léger, tu vas plus rebondir. C'est-à-dire qu'on va aller expliquer un ensemble d'éléments et qui vont normalement aider à être plus efficient, à être moins blessé. Donc, on va essayer d'établir une cohérence entre l'ensemble de ces déterminants de nous. Donc, si je devais traduire à travers une préférence motrice, c'est quelque chose que je fais de manière spontanée, qui est super cool quand je le fais. Je dis toujours, ça te rend heureux, c'est facile à faire et ça te produit un bon résultat. Donc, c'est efficient. Voilà, on prend souvent l'exemple, si je croise les doigts, ben voilà, je vais croiser les doigts. Je vais toujours croiser de la même manière parce qu'il y a un programme moteur qui fait que c'est plutôt mon pouce gauche ou mon pouce droit qui va venir au-dessus. Les deux, c'est bien. C'est des systèmes optimisés. Simplement, lequel me convient le plus au quotidien. C'est que ça, en fait, une préférence. Donc, si je comprends bien, en gros, on est majoritairement déterminé, notamment dans le cadre de notre foulée, de notre déplacement, dans nos actions de manière générale. On est quand même programmé par certains réflexes, par certaines caractéristiques physiologiques, anatomiques, etc., qui vont engendrer des préférences naturelles qui vont nous amener à nous déplacer, à courir de manière différente et individuelle. C'est une telle évidence que... Mais bon, si on veut dire qu'on est libre, si on veut utiliser notre bon esprit pour dire qu'il est libre, je fais ce que je veux dans ma vie, ben fais ce que tu veux. Mais c'est une telle évidence. Tu vois, on peut le mettre dans plein. Imagine un tout petit animal qui vient chercher le gros animal et qui lui dit putain, moi je fais ce que je veux, si je veux je vais te taper, je vais te casser la gueule. Ben bon, il va se faire défoncer. Donc, je veux dire, les petits animaux, ils vont plus être organisés dans de la fuite, dans de l'inhibition, plutôt que dans de la lutte directe face au gros animal. Je veux dire, celui qui voudrait se dire, bah moi je vais le faire, il va pas durer longtemps, quoi. Il va vite être sélectionné. Voilà. C'est un lien avec la sélection naturelle, alors un peu le fait de se déplacer. Ça paraît évident. Carrément. C'est-à-dire, si l'animal n'avait pas de lien avec la sélection naturelle, ça voudrait dire qu'il n'aurait pas de lien avec son environnement. C'est un apprentissage continu, sélection-adaptation, dans lequel on va sélectionner notre environnement, c'est-à-dire les animaux, ça fait des terriers, nous, on fait des maisons, puis on se met plutôt à 21 degrés, comme ça, on a moins d'efforts à faire. Donc ça, c'est toute l'histoire humaine. Mais ça va aussi dans l'autre sens, qu'à un moment donné, l'environnement va venir nous changer. Alors, on met ça dans notre apprentissage du quotidien, ça passe dans nos gènes, maintenant, ça, on le sait, c'est bon. C'est-à-dire que c'est ni Darwin ni Lamarck, c'est Darwin la sélection et c'est Lamarck l'adaptation, et les deux jouent. Et donc en fait, dans les systèmes vivants, tout est aller-retour. Dès que je communique avec quelqu'un, je le transforme un peu et lui me transforme aussi un peu. Donc j'ai pas à choisir. Moi. En fait, dans tout ce qu'on nous propose, il n'y a pas à choisir. C'est des polarités. Donc en fait, c'est les deux bornes d'un même système. Donc faut pas choisir le en soi. Il y a par moment, je vais être un petit peu plus ça, et par moment, je vais avoir un besoin qui va être un peu plus opposé. L'intelligence consiste à réaliser son meilleur besoin compte tenu des contraintes du moment ou de la situation du moment. On sait tous que quand on a moins d'énergie, on est plus fragile. Tu vas pas continuer à dire « je suis fort » à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu rentres dans ton appart, tu fermes la porte à clé, tu te fous sur ton lit, tu dis « je suis une patate de canapé » et ça va bien se passer. Tu regardes un truc tranquille et c'est un temps dans lequel tu viens récupérer ton énergie. Alors que si tu continues à être tendu, là, il faut que je sois fort à ce moment-là, bah, tu vas rentrer en surfatigue et puis on va pas s'en sortir. Et donc, c'est bien cette intelligence dans mon lien avec l'environnement qui va faire en sorte que je vais pouvoir évoluer. Mais à partir du moment où j'ai fixé une pensée, où je dis, si je prends sur la course que le truc c'est comme ça, c'est fini. Parce que dès que ma pensée va venir figer, c'est moi qui sais qu'il faut être avec des petites chaussures, avec des grosses chaussures, avec du maximalisme, du minimalisme, j'empêche de faire ce que le vivant est. C'est un apprentissage continu pour avoir une règle qui est contextuelle. Compte tenu du contexte, j'ai plus besoin de ça. Mais si on veut dire « je suis ça », bah écoute, t'es ce que tu veux, mais c'est con parce que tu risques d'avoir besoin de l'opposé à un moment donné dans ta vie.
Alors j'aimerais, ça me parle énormément ce que tu dis. J'aimerais m'écarter un petit peu du sujet de la course à pied, du trail. Quelque chose qui peut être très marquant, c'est notamment il y a des exemples comme Rory McIlroy en golf ou Tiger Woods, etc., qui vont complètement à l'encontre de ce que disait la technique de swing par exemple, et qui performent. Ben, on va pas leur faire offense de dire s'ils performent ou pas, mais voilà, on montre à quel point sortir du cadre, même dans des contextes préétablis, peut amener à la performance, et que il faut faire confiance aussi à ce qu'on est profondément. Et les exemples comme Rory ou comme Tiger Woods sont des exemples très frappants, quoi. En fait, il faut être très basique. Déjà, le sportif, il a un problème ou il n'a pas de problème? Des fois, le problème, c'est que justement, on veut le mettre dans un cadre. Donc, moi, le point de départ, j'ai pris les préférences. Les préférences, c'est que quoi? C'est le fait d'avoir écouté des milliers de sportifs pendant des dizaines de milliers d'heures et d'avoir collecté, puis d'avoir mis en forme. Et ça partait que d'un principe, c'est que la vie est plus grande que moi. Donc, en fait, écoute là, la vie qui passe à travers chacun des sportifs, écoute là, et regarde ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas chez chacun des sportifs. Donc, je dis toujours, on s'incline devant la puissance. Voilà, c'est aussi un truc de tellement basique. C'est si le gars, il est bon, tu vas pas lui dire ce qu'il a à faire. Il est bon, il n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui, quel que soit ton statut, en fait. Donc, McIlroy, c'est un cas typique. Dès 2009, il rentre dans le top 100 mondial. C'est le plus jeune joueur, 2009 ou 2008, à vérifier. Il rentre dans le top 100 mondial, c'est le plus jeune joueur du top 100 mondial. Jusqu'en 2016, c'est des putains d'instituts de biomécanique américains qui va t'expliquer que c'est le pire swing de l'histoire du golf. Mais tu as envie de dire, mais pour qui tu te prends? Je veux dire, envoie la balle comme il l'envoie, et puis après, tu pourras l'ouvrir, quoi. Mais tu n'as jamais envoyé une balle comme lui, tu veux lui expliquer comment il faut faire. Tu vois, c'est pas parce que tu as un PhD de je sais pas quoi que tu es quelqu'un de bien dans la vie. Les médailles, ça va, on a compris maintenant. Donc, on regarde le sportif dans sa puissance. S'il est bon, c'est nous qui apprenons. Nous, on a plein de gens qui viennent au labo. La première question qu'on pose à tout le monde, c'est dis-moi qui tu es quand tu t'exprimes et au moment où tu te sens bien. C'est quoi ton style? Et hop, on vient le collecter. On part toujours du principe que la personne à qui on s'adresse est plus intelligente que nous. Et des fois même plus intelligente que ce qu'elle croit. Donc, on collecte d'abord cette information. Donc, si le sportif, il est bon, en fait, il nous a rien demandé, il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Ensuite, tu as le sportif qui est en difficulté. Et donc là, on va essayer de dire, tiens, quelles sont ses forces et quels sont les endroits qui peuvent le bloquer. C'est rarement d'ailleurs des faiblesses, c'est beaucoup plus des incohérences à l'intérieur du système. Mais au départ, on n'est pas dit parce qu'on a des diplômes, on est meilleur. J'ai toujours dit, tu as un Jedi en face de toi, ça s'appelle un système apprenant, c'est la vie. Et ce système apprenant, c'est de comprendre ce qu'il veut te dire, même quand il est en difficulté. Même quand il est en difficulté. Parce qu'en difficulté, les gens te montrent toujours une voie. Ils sont un peu mélangés. Ils te montrent toujours une voie qui lui correspond bien. Donc, le sportif est dans sa puissance, je m'incline. J'apprends de lui. Je les regarde tout le temps, en fait, dans toutes les disciplines. Le sportif est dans la difficulté, j'essaie de comprendre. Quelle est l'origine? J'essaie de pas agir sur les conséquences autant que possible, mais sur un système d'origine. Et là, pour comprendre le système d'origine, je reviens à ma pyramide de l'action, qui est comment on survit. Si tu n'as pas d'énergie, tu vas pas bien survivre. Si tu es en déséquilibre, tu vas te casser la gueule, tu vas pas bien survivre. Dans plein de fois, par exemple, on se rend compte que les sportifs qui ont des problèmes, ils ont des problèmes juste d'équilibre. Ils le savent pas, mais ils ont des problèmes pour s'équilibrer. Donc leur mouvement fait qu'ils sont pas dans un truc relax parce que ils n'ont pas assuré leur système de base de survie. Au golf, on voit que ça. Ce qui est un peu perturbant quand on t'écoute, Cyril, c'est de se dire merde, quand on est coach, quand on est professionnel de santé, quand on travaille dans le sport, etc. On a tendance, et je pense qu'en tant qu'humain à part entière, ça nous rassure de nous appuyer sur des certitudes, sur des cadres, sur des concepts, sur des techniques éprouvées, etc. Sur des techniques. Et là, en gros, ce que tu nous dis, ce que tu nous expliques clairement, c'est qu'en gros, chaque personnalité est différente. Chaque personnalité a des skills différentes. Il faut faire de manière très individuelle avec chaque personne
Pour le faire progresser, est-ce qu'on a le droit en tant que coach de donner des conseils pour le faire progresser, du coup, vu que c'est lui qui détient la vérité? C'est ça qui est un peu perturbant. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends bien. Bon, il y a plusieurs éléments dans ta question. Le premier élément, c'est qu'il y a deux manières d'aborder le monde. Tu as une manière très analytique qui te donne une règle. Tu fais un test, ça te dit ça. Et le gros avantage du système analytique, c'est que c'est action directe. Ça rassure tout le monde. Le coach, il fait son job, il a préparé sa séance, il t'envoie. Et donc, tu as un point de repère qui reste toujours le même. Donc, l'approche analytique simple favorise l'action directe. Quel est le problème lié à ça? C'est que tu as regardé dans ta case, alors que le monde, il est plus grand que ta case. Donc, en fait, tu vas être blindé de biais en croyant faire un truc très objectif, très clair, avec une règle très claire, liée au fait que tu as rétréci le monde. Des fois, ça partit tellement congrue que ça correspond plus à la réalité. Donc, tout ce qui correspond à la réalité, le transfert, le spécifique, tu l'as perdu. Le deuxième type d'approche, et donc, je répète, c'est super rassurant, ça. Le deuxième type d'approche, c'est ce qu'on appelle l'approche systémique complexe, dans lequel ta tête va commencer à partir, à se dire, putain, le monde, c'est quoi? Si tu vas regarder plein de choses, tu vas faire appel à de la biologie, à de la sociologie, à de la psychologie, en fait, à tout ce que tu veux. Et là, quand t'aimes comprendre, c'est super sympa, mais pendant ce temps, t'agis pas, quoi. Parce que tu as tellement d'énergie à essayer de comprendre le monde que tu deviens une espèce d'esthète qui va un peu tout savoir, un genre philosophe des temps modernes, qui t'explique tout, et puis quand tu regardes ce qu'ils font, tu dis merde, c'est plus connecté. Alors que c'était pas le cas du tout historiquement dans ce métier. Et donc là, tu deviens un penseur, mais qui n'a plus de lien avec l'action. Or, l'un est différent de l'autre. Il y a le temps où j'agis, je suis dans la simplicité, une intention très simple. T'es léger, tu rebondis, pas plus. 2 idées, c'est déjà beaucoup trop, parce que tu sais plus où tu vas. Le corps, il a que un endroit où il peut aller. La tête, elle peut aller partout, elle. Et donc, l'autre, qui est le temps de la réflexion. L'objectif étant d'être pris ni complètement dans l'un, ni complètement dans l'autre. Ça s'appelle en plein milieu une hiérarchisation. Voilà le point 1 qui me semble important pour toi, le point 2, le point 3. Ce qui là va te permettre à la fois de profiter des avantages d'une approche analytique, précise mais plus limitée, et puis d'une approche plus globale. Voilà. Ça, c'est le premier, la première notion qui était un peu en question dans ce que tu proposais. La deuxième, c'est quand tu es coach, tu es homme d'action. Tu essaies d'amener des gens à l'action. Le moment où le général y parle, c'est allez les troupes, on va par là. Tu as un effet qui est un effet Pygmalion. Tu dois toujours pouvoir jouer sur l'effet Pygmalion, c'est-à-dire montrer combien tu es convaincu par ce que tu crois, par ton modèle, et que donc il faut y aller. Donc ça peut avoir un côté très positif, ça, puisque l'effet Pygmalion, qu'on peut appeler l'effet placebo sur une autre mesure, c'est déjà une bonne partie. Si ton coach, il te parle en tant que personne, quand il parle, tu as l'impression que toute sa chair est ce qu'il dit, tu as envie de le suivre. Et donc, ça a un côté très positif, cette simplicité. Maintenant, ça ne va pas remplacer qu'on vient de vivre quelques dizaines d'années dans lesquelles un coach qui aimait dans le golf la flexion puis de la dissociation, il a essayé de dissocier les épaules de tout le monde et puis de fléchir, alors que certains ont besoin de juste de l'inverse. Donc ça s'appelle, quand tu cherches à comprendre le besoin du sportif, ça s'appelle l'empathie. Donc la capacité toutefois à t'abstraire de tout modèle pour te dire c'est qui la personne, qu'est-ce qui se passe en fait, qui il est, qu'est-ce qu'il essaie de me dire. Et ça, quand tu es empathique, tu es dans l'autre. Et donc quand tu es dans l'autre, c'est super fragilisant. Ton système, un excès d'empathie, ça a été montré plein de fois, ça peut t'amener assez vite à avoir des problèmes immunitaires où tu ne sais plus qui tu es, toi. Donc, te changer toi-même, c'est le truc le plus fragilisant au monde, à court terme, qui est le plus stabilisant à long terme, mais à court terme, c'est super fragilisant. Donc, tu risques à trop penser, la tétanie, l'incapacité à penser, le doute permanent qui fait que tu ne peux plus utiliser l'effet Pygmalion, et puis, je veux dire, t'es plus très souple sur tes pattes arrière, quoi. Donc, c'est toujours or, c'est quand même un peu, moi je leur dis toujours au coach, je sais que c'est plus fragilisant. Comment on peut remplacer cette espèce de fragilité? Déjà en se rendant compte que c'est ce qu'on demande à nos sportifs d'apprendre. Donc en fait, si on est toujours sur le même truc, on a fini d'apprendre et puis on demande à nos sportifs de faire ce que nous-mêmes on ne fait pas. Donc c'est assez logique qu'en tant que coach, on soit fragilisé à proportion, donc apprenant à proportion de ce qu'on demande aux sportifs d'apprendre face à la difficulté. Et l'autre point, c'est le fait de dire, compte tenu de mon expérience, on ne demande à personne d'être un dieu.
compte tenu de mon expérience, compte tenu de ce que j'ai vu jusque-là, il me semble que le plus intéressant, ce serait de travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Le sportif parle. Et en fait, on se met d'accord et on y va ensemble. On est co-responsable. C'est l'approche des préférences, ça va avec de l'horizontalité. On appelle ça, nous, le triptyque d'action. Je suis coach, j'ai vu des milliers de sportifs passer. J'ai une idée des mouvements qui vont et qui vont pas. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait le lien entre ces mouvements et puis l'efficacité sur le terrain. OK. On a appelé ça le pimp. Je repère si c'est pimp, si c'est la classe, ce que tu fais. Voilà. J'ai mes neurones miroirs, je te regarde bouger, je trouve que c'est classe. Qu'est-ce que tu sens, toi? Tu te sens bien? Normalement, une préférence, ça va avec un endroit où j'ai des bonnes sensations quand je viens de le faire. Tu te sens bien? Et puis, pourquoi on le fait? Donc, on fait vivre à la fois l'aspect inconscient qui s'appelle la coordination. Je trouve que le mouvement me semble être assez classe, c'est-à-dire ça coordonne bien. 2, on fait vivre tes sensations, ton émotion. Comment tu le sens, toi? Nous, si le sportif me dit, je ne le sens pas du tout, même si je vois un mouvement où je trouve que c'est classe, je me mets en doute. Donc, on se laisse un peu de temps. Et pourquoi on va le faire? Pourquoi on fait ça? On a une raison pour pouvoir le faire. Donc, on fait vivre l'aspect conscient. Puis, on cherche à aligner tout ça. Donc, quand on a aligné, ce que je vois, ce que tu sens et pourquoi on veut le faire, on y va. Ça ne veut pas dire qu'on ajuste. Ça veut dire qu'on a induit une cohérence, on sait ce qu'on cherche. Et donc, après, on va apprendre sur les retours de l'environnement. Ça marche ou ça ne marche pas? Et ça, c'est super stabilisant par rapport à une déstabilisation initiale qui, pour moi, est nécessaire. Sinon, on est tout le temps dans la projection. On reste dans la projection. Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Voilà, c'est... Voilà. Très clair. Non. Gwen, est-ce que tu veux réagir sur l'aspect pédagogie, toi qui es professeur des écoles, ça peut être intéressant d'avoir aussi ton point de vue sur ce sujet-là, l'horizontalité de l'apprentissage notamment. Ouais, alors moi, ça me faisait surtout penser à avoir différentes techniques en fait aussi pour pouvoir se les approprier et essayer de comprendre laquelle va être la plus adaptée à moi. Je pense beaucoup au calcul mental, par exemple, où chacun va avoir une façon différente de penser le calcul. Moi, quand je fais des calculs mentaux avec mes élèves, on va faire un petit bilan. Après, on va se poser la question de savoir comment tu trouves ce résultat-là. J'ai toujours plusieurs réponses à cette question-là, quoi. Ça veut dire qu'on est plusieurs. On a des réflexions qui sont complètement différentes, mais vraiment, sur des calculs qui me paraissent très, très, très basiques pour moi. Moi, je vais avoir une façon de faire parce que j'ai automatisé certaines choses, alors que les élèves ne sont pas encore automatisés ou automatisent différemment. Ils vont avoir une réponse mais complètement différente, qui n'ont rien à voir, quoi. Et qui répond à des schémas naturels en fait, plutôt naturels. C'est ça, à leur façon de réfléchir à ce moment-là, dans l'instant présent, avec la pression aussi du calcul mental. Ça veut dire que il y a un temps donné, quoi. C'est pas voilà, donc ça me fait beaucoup penser à ça là, à ce que vous dites, quoi. Et ça veut pas dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est le résultat en fait qui va dire si c'est bien ou c'est pas bien. Mais en revanche, à partir du moment où on prend le résultat et les moyens de l'atteindre, on peut mettre de l'intelligence entre l'un et l'autre. Alors quand on explique qu'il n'y a qu'un moyen d'atteindre un résultat, on a coupé le monde en deux. Donc toute personne, moi souvent je leur dis ça dans les formations, je leur dis si n'importe qui dans son métier vous dit compte tenu de ce que vous avez, il faut faire ça, je dis posez la question. Quelle autre proposition vous avez? S'il n'y a pas d'autre proposition, je dis vous vous barrez en courant. C'est simple. N'importe quel expert qui a à voir avec la pédagogie, c'est-à-dire avec les mouvements, avec une personnalité, doit pouvoir avoir plusieurs propositions. S'il n'a pas plusieurs propositions, c'est qu'il est complètement figé dans le modèle qu'il vient d'apprendre. Donc, c'est pas un pédagogue. Et puisqu'on parle de modèle, c'est le fameux modèle qu'on entend depuis de nombreuses années. C'est le fameux. Alors je sens que ça va te plaire, Cyril. Encore, on va en parler. Le fameux 180 de cadence de pas. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, on entend depuis des années que pour éviter les blessures en course à pied, il faut se rapprocher d'une cadence de pas de 180 pas par minute. C'est typiquement, à mon avis, le genre d'exemple qui nous rassure, qui nous contraint dans un modèle et qui par la science et n'est pas forcément vrai et n'est pas vrai du tout d'ailleurs. Pour qu'on concrétise un petit peu notre discussion préalable précédente théorique, là la mettre un petit peu sur quelque chose de pratique, cet aspect de cadence de pas, de cadence de foulée en course à pied. Bon, déjà, je voudrais rappeler ce que fait la science. La science, elle essaie de collecter des informations pour
établir des grands principes qui sont ce qu'on connaît le mieux à une époque donnée. Et donc, c'est la démocratie du savoir. Parce qu'un scientifique, il doit dire la manière dont il s'y est pris pour collecter les informations. Comme ça permet à quelqu'un d'autre de dire moi, j'ai vu la même chose ou j'ai pas vu la même chose. Ça veut dire que chacun fait de la science. Chaque personne qui est face à son athlète, il fait de la science. Il collecte des informations. Il essaie de se dire est-ce que je suis dans les mêmes conditions et voilà ce que j'ai vu. Donc, si on fait dans cette approche-là, qui n'est pas réservée à des scientifiques, qui n'est pas réservée à du gold standard avec tout ce qu'on entend là, c'est chacun participe de la connaissance globale, de manière plus ou moins riche, je veux dire, mais chacun y participe. N'importe qui ferait de la science, il va juste au bord d'un chemin et puis il prend sur une minute combien de pas il voit qui a été réalisé et puis il va voir, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'à peu près à 10-12 km/h, si je prends 12 km/h, la moyenne de pas, c'est 162. C'est-à-dire qu'on va à la cadence moyenne chez les Caucasiens, puis c'est assez général d'ailleurs, dans les différentes ethnies, c'est à peu près 162. Donc, si on veut dire, parce qu'il manque plein de choses dans l'énoncé de 180, voilà. Si on veut dire que ça doit être 180, il faut justifier le 18 de différence. Donc déjà, ça veut dire que on prendrait tous les gens tels qu'ils sont en train de courir, en fait, c'est des abrutis. Donc là, la sélection naturelle, elle a plus agi. Il y a eu comme un truc qui fait qu'on a tous été des abrutis, puis qu'il y a un gars qui arrive et qui a une espèce d'illumination, un genre de Bouddha là, et puis qui dit putain, c'est 180 aujourd'hui. Énorme. Et lui, il a trouvé. Parce que des millions de personnes sur des millions d'années d'évolution n'ont pas trouvé. Alors bien sûr, toutes les personnes qui arrivent avec leur théorie, que ce soit 180 ou une autre, ils vont venir faire l'étape d'après, ils vont venir justifier la théorie en disant que eux, ils ont enfin compris qu'est-ce que c'était que l'être humain. Les autres, non, mais eux, ils ont compris. Et donc, on tombe toujours sur la théorie du bon sauvage. Donc, on l'a chez Rousseau, on l'a eu chez d'autres, c'est-à-dire que les gars, ils sont capables de se projeter 2,5 millions d'années avant et puis de dire, il y a 2,5 millions d'années avant, tout le monde devait être à 180, c'est juste nous qui avons redécouvert la vérité. Et donc, qu'est-ce que c'est qui t'a enlevé de ta vérité? Comme d'habitude, je veux dire, tu as perdu le contact avec ta nature, tu es dénaturé, ce qui fait que d'ailleurs, c'est des théories qui parlent beaucoup aux gens qui veulent se reconnecter à la nature sans qu'ils voient qu'ils vont se faire juste défoncer par ce type d'approche. Donc, ils vont te dire combien la société, alors un coup, ça peut être Nike, un coup Adidas, un coup... c'est ce que j'allais dire, ils vont me dire que c'est les chaussures. Ils vont me expliquer que c'est les chaussures qu'on a maintenant plus d'amorti et donc une cadence un peu moins élevée, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, quoi. C'est qu'à la base, on avait une cadence élevée et que les chaussures ont amené à ce que ça modifie notre foulée. Alors, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein. Oui, mais disons que dans toute explication, donc quelqu'un va te dire qu'il a trouvé qui était l'homme, avec Nietzsche disait l'homme avec le grand H, là, il va t'expliquer que si tu ne l'es pas, c'est que tu as été dénaturé. Donc, tu as perdu le contact avec la nature. Heureusement, eux l'ont retrouvé. Donc, je veux dire, tu te roules par terre, tu vas vivre à poil et puis tu enlèves tes chaussures et tout ira bien pour toi et t'embrasses des arbres. Et donc, il y a toujours un truc d'une dénaturée. Mais en fait, la nature même d'un animal, c'est de transformer son environnement. Et donc, ce qu'on devrait faire avant de raconter des histoires comme ça, c'est de s'interroger, d'aller poser les questions, de lire les bouquins anciens. Que disaient les coureurs qui étaient en minimalisme? Parce que c'est simple, le système d'amorti, c'est arrivé à la fin des années 70. Les premières chaussures amorties arrivent à la fin des années 70. Donc, il y a encore des coureurs vivants qui couraient dans les années 60. Faut les interroger. Et tu peux même aller interroger les sportifs de haut niveau. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'au-delà de 70 km, ils pétaient. Et donc, ils attendaient que le truc d'amorti. Comment ils faisaient le fait de ne pas avoir l'amorti en dessous du pied, comment ils faisaient pour l'avoir? Ils allaient s'entraîner à volo d'haleine. À volo d'haleine, les gens, ils y allaient pourquoi? Pour avoir de la mousse, pour s'entraîner sur du sable, sur de la mousse. Ils cherchaient tous du mou. Si tu regardes, tous les centres d'entraînement ont été créés à un endroit où c'était naturel, pas que pour ça, mais parce qu'ils cherchaient du mou. Les gens n'allaient jamais courir, par exemple, sur la route, jamais sur du dur. Ils couraient dans les sous-bois parce qu'ils étaient à la recherche du mou. Le moment où ils arrivent sur la route, et remarquez combien l'un est concomitant à l'autre, c'est le moment où justement le sous-bois, on l'amène en nous, donc on se rend plus libre dans le sens où on peut aller un petit peu partout avec la mollesse du sous-bois sous les pieds, ça s'appelle des chaussures amorties. Et au moment où ils prennent les chaussures amorties, ils disent on peut passer de 70 à peu près 140 km
par semaine, et donc ils peuvent multiplier la charge d'entraînement parce qu'ils sont protégés de l'impact. En fait, tu peux prendre le truc comme tu veux. Et ça a été un carton. Donc, le fait de se dire qu'on s'est fait enfiler des trucs, est-ce que c'est toujours le même principe? Est-ce que les gens sont tellement stupides que si tu leur enfiles des trucs où ça leur convient pas, ils vont continuer d'acheter? Non, ça me convient pas, ces chaussures, mais je vais acheter les mêmes. Pourquoi? Parce que je suis complètement con. Et que je suis soumis aux forces dominantes de monsieur Nike, de monsieur qui cherche que à m'entuber depuis le départ. Et plus il m'entube, plus j'achète. Tu vois, c'est toujours une pensée qui est tellement, les gens, c'est toujours pareil. Ou tu penses que les gens sont cons, ou tu penses qu'ils sont intelligents. On est toujours un mix de l'un et de l'autre. Mais si tu poses comme principe qu'ils sont cons, toi, tu es très intelligent. Ouais. Hyper intéressant. Et c'est une autre, effectivement, c'est une autre façon c'est une autre approche. Hein. C'est des questions qu'on se pose pas de cette manière habituellement. Et c'est toujours intéressant d'avoir cette approche-là. Ce que moi je retiens aussi quand même globalement, c'est qu'aujourd'hui, alors tu me diras si je me trompe, Cyril, mais on a un peu tendance aujourd'hui à opposer Volodalen et notamment la clinique du coureur sur ce point de vue-là, sur le point de vue de la cadence. J'ai vu que tu es apparu dans le livre de la clinique, dans le dernier livre de la clinique du coureur là sur le dernier ouvrage, la nouvelle édition. Je me trompe si je me dis que vous êtes un peu en opposition sur cet aspect-là ou pas du tout? Moi, sur les concepts, je suis en opposition complète avec Blaise sur tout ce qu'il a évoqué. Je l'ai évoqué très vite quand il est arrivé en Europe, parce que déjà, si je reprends mon parcours, je l'avais vécu. Donc, la tentative d'être la clinique du coureur, je l'ai été dans les années 90 en tant que coureur, puisque le premier à faire de la course à pied, c'était moi, en fait. Et que donc, parce que la clinique du coureur, c'est quoi? C'est le modèle dominant de la foulée, c'est le modèle de l'athlète. Ce modèle de l'athlète, il naît dans les années 70, à un moment très précis, un moment dans lequel l'humanité invente les matériaux viscoélastiques. Et comme on se connaît pas bien, en fait, on a toujours tendance à être des petits géotrouve-tout, donc des inventeurs. Puis après, comme on se comprend pas bien qui on se voit dans la glace de la technologie qu'on a inventée. Et donc, arrivent là les matériaux viscoélastiques dans les années 60, qui donnent les premiers Jeux olympiques sur du tartan, donc un matériau viscoélastique en 1968. Et si on s'était intéressé à ce que disaient les entraîneurs d'athlètes avant ces années 70, ils parlaient de poussée. Ils avaient un ensemble de terminologie qu'on appliquerait, nous, à des terriens. Voilà. Et à l'époque, je rappelle qu'on courait quand même sur du sable, sur de la cendrée, et donc ça avait beaucoup de sens. On cherchait des athlètes avec de gros volumes musculaires qui étaient capables de pousser. Et c'était bien, on avait une vision thermodynamique, donc une vision vraiment basée sur l'énergie et puis la poussée. Et arrivent ces matériaux viscoélastiques et arrive un ensemble de techniciens dans le monde là qui se rendent compte, qui commencent à regarder les coureurs, qui se disent mais putain, donc Piron par exemple, qui était un des premiers dans le monde à identifier ça, et qui observe qu'à partir de 40 mètres, 50 mètres pour un sprinter, ça arrache plus le sol. Donc en fait, il n'y a plus de poussée. Le mouvement devient vertical et commence à faire une proposition d'un modèle qu'on a appelé bien plus tard, une trentaine d'années plus tard, le modèle masse-ressort, que nous on a appelé le modèle aérien, qui est un modèle vertical lié au rebond. Donc c'est une transformation technologique qui nous a amené à transformer le regard qu'on avait sur nous. Et comme d'habitude, c'était juste au départ, parce que par qui ça a été repris au départ? En premier, il y a des démonstrations dans un labo à Milan, qui sont sur des mouvements verticaux. On observe qu'un mouvement dans lequel on fait appel à une mise en tension au renvoi, c'est 20% d'énergie de moins pour aller au même endroit. Mais c'est un mouvement purement vertical. Voilà. Ensuite, qui c'est qui reprend ce système dans lequel c'est pas mal de venir rebondir sur un matériau viscoélastique? C'est des gens de la vitesse, c'est-à-dire les sprinteurs, sur le 100 mètres, sur le 200 mètres. Ce qui a beaucoup de sens. Enfin, il suffit de regarder les meilleurs athlètes de vitesse. Ce sont des gens qui rebondissent. Ils ont des qualités de pied. Tu peux pas faire autrement, quoi. Tu peux pas venir dérouler ton pied sur un 100 mètres. Et jusque-là, tout va bien, Madame la Marquise. Tu as une nouvelle connaissance. Au début, une nouvelle connaissance vient s'appliquer et reprise par les gens à qui ça correspond au niveau contextuel. Et après, tu as le fameux problème de sélection-généralisation, son fameux cherry picking, en fait, à Blaise, qu'il réalise en permanence, c'est-à-dire je ne viens choisir de l'information que ce qui m'intéresse,
Et puis, je la retiens, et donc, ça se généralise. Moi, je suis en athlée, donc, on commence à voir ce modèle qui arrive dans l'athlée sur 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres, donc pour les demi-fondus. On commence à le voir apparaître dans les années 90, 90. Donc, jusque-là, on nous faisait faire des déroulés de pied comme ça, puis après, on nous apprend qu'il faut partir de l'avant-pied pour venir mettre en tension son pied. Donc, on commence à agir comme des sprinteurs. Et au fur et à mesure, ça s'étend jusqu'à arriver sur des modèles comme la clinique du coureur, mais la clinique du coureur, c'est la méthode pause ou la méthode Ski-Running, voilà. Et puis Blaise l'a mis en système plus français et a apporté des choses supplémentaires. Mais hop, on commence à avoir arrivé ces théories de l'avant-pied qui se généralisent. Mais c'est le produit d'une histoire. Or, comme d'habitude, les gens ne connaissant pas ou très peu cette histoire, ils viennent croire qu'ils ont inventé le ciel. Alors Blaise, lui, en revanche, là, je le mets à son crédit, comme il a un positionnement de société et puis un positionnement personnel qui est très basé sur la science, si à un moment donné, la science infère ce qu'il vient de raconter, il n'est pas bloqué, c'est pas un idéaliste. D'autres sont beaucoup plus idéalistes que lui. Là, la science a plutôt opté pour le fait de dire que ce soit avant-pied ou que ce soit déroulé de pied, c'est bien. Donc, ce qui était notre proposition initiale. Et donc, si tu regardes ces formations maintenant, elles ont changé. C'est plus. Alors après, pour moi, il assume pas vraiment ce qu'il a dit au départ, mais c'est pas grave. Je veux pas moi attaquer le technicien. Je préfère des gens comme lui, même si on a un système un peu opposé, qui sont capables d'évoluer dans leur pensée, que des personnes qui connaissent moins de choses et puis qui sont figées en disant j'ai raison, et puis t'arrêtes de discuter. Donc lui, c'est parce qu'il a mieux réussi, et puis ça, c'est tout à son honneur. Il a mieux réussi le système, sa société. Il a réussi à la faire croître sur un courant qui correspondait à ce que les gens voulaient entendre. En faisant croire que c'était vrai, ça l'était pas, mais il n'est pas figé dans son vrai du moment. Donc, même si en surface, on semble très opposé, moi, sur le fond, déjà, je respecte beaucoup les gens qui, quoi qu'ils fassent dans leur vie, se mettent à venir générer un projet puis réussissent à le faire avancer, parce que bon, c'est un peu le même parcours. Après, le technicien, des fois, il est un peu énervé, mais c'est pas grave, parce que c'est quand même quelqu'un qui a de la connaissance, et moi, je respecte tous les gens de la connaissance. Très clair. Bon, merci pour ta réponse, du coup. Sur l'aspect... donc pareil, on parlait de la cadence à 180. On a entendu parler aussi beaucoup de l'attaque talon, de l'attaque qui pourrait être néfaste pour et augmenter les blessures. Donc là aujourd'hui, on voit que clairement, c'est vous aussi ce que vous mettez en avant, hein, c'est-à-dire que chacun fait avec ce qu'il est et que quelqu'un qui attaque talon, c'est forcément lié à d'autres paramètres qui vont venir engendrer cette attaque talon là. Et c'est là où rentre le concept de terrien, coureur plutôt terrien et coureur plutôt aérien. Est-ce que tu peux, Cyril, nous expliquer assez succinctement à quoi correspondent ces deux styles de coureurs? Alors, bon, je t'explique tout de suite, je vais juste revenir, si ça ne te dérange pas, dernier point sur le 180, parce que c'est assez symptomatique en fait de ce qui se passe sur les manières d'aborder. Puis après, je vais l'aborder dans le terrien aérien. 180, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui est ultime qui s'appliquerait à tout. Voilà. Et d'abord, on doit se dire, donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, quelle que soit la situation, on essaie de la remettre dans un contexte. Voilà. Donc, j'ai évoqué la base de ce que font les gens, c'est 162 à 12 km/h. Et de passage de 12 km/h à 20 km/h, la moyenne de l'augmentation de cadence est de 18%. Ça veut dire que ce qui va amener à peu près à 180. Donc, le 180 dépend de la vitesse. Moi, j'ai aucun problème si on me dit c'est la moyenne des gens qui sont à 20 km/h. La question est maintenant, en tant que pédagogue, à qui je m'adresse. Voilà. Et c'est la moyenne des gens qui font du 20 km/h. La moyenne de ces gens qui font du 20, 21, 22 km/h, c'est plutôt des gens qui font à peu près, donc la moyenne, par exemple, sur un podium des championnats du monde de 10 000 mètres, c'est 56 kilos. Voilà. Et la moyenne des gens qui sont capables de courir à 20, 21, 22, ça va plutôt être 65 kilos. Donc, si je m'adresse avec une connaissance qui vaut pour quelqu'un qui fait 56 kilos et qui court à 20 km/h à quelqu'un qui fait 85 kilos et qui court à 10 km/h, à quoi ça me sert d'avoir une connaissance pour l'un et pour l'autre? Je rappelle sur ce point, pour revenir dire combien on doit toujours être contextuel, parce que sinon on a des choses qu'on oublie, que les deux études qu'on testait,
Tu prends les gens, donc les coachs d'athlètes, les gens qui connaissent le mieux la foulée, et tu leur dis, regarde les gens qui courent là dans le bois de Vincennes, et tu me dis s'il est efficient ou pas. Et s'ils sont toujours efficients, s'ils disent toujours juste, on calcule après le rendement. Ils ont 1 de corrélation. S'ils disent toujours faux, c'est -1. Si c'est une pièce de monnaie qui est lancée, c'est 0. Ben, les deux publis nous sortent une corrélation à -0,3. C'est-à-dire qu'un coach d'athlète, il sait moins bien évaluer qu'une pièce de monnaie si le gars il est efficient ou pas efficient. Et pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'on ne parle pas de la même chose. On parle d'un athlète qui fait 20 kilos de moins et qui court 2 fois plus vite. Et donc, il faut toujours replacer une connaissance, une règle dans un contexte plus large. Alors maintenant, je passe à ta question sur terrien et aérien. Les gens sont figés sur le pied. Et encore, sur le pied dans le touch. Ça touche plutôt avant ou ça touche plutôt arrière? Mais merde, un coureur, c'est autre chose qu'un touch. Donc, la question qu'on se pose toujours dans Vol d'Haleine, c'est on relie le local et le global. Il me semble qu'on est à peu près à cette époque quand on essaie d'instruire ce que nos vies peuvent être. Et donc, on rentre avec la première publication en disant, écoutez, il y a la moitié du public, la moitié, qui disent que c'est bien d'être avant-pied. Il y a l'autre moitié du public qui disent que c'est plutôt bien de dérouler, à la fois pour des notions de rendement. Bon, les gens ne sont pas d'accord. On dit, dézoomons, envoie un peu la focale et regardons ce qui se passe un peu en dessus. Ce qui n'est pas fait habituellement dans les approches analytiques, comme si ton coureur, c'était un talon au moment où il touche le sol. Donc, dézoomons. Et donc, on dézoome, et là, on observe que les gens qui posent plus le talon, c'est des gens qui plient plus la cuisse. Et les gens qui sont plus avant-pied, c'est des gens qui restent plus haut au niveau de leur centre de masse. On fait des tonnes de publications là-dessus, on mesure tout en 3D, on mesure les schémas de force, ce qui nous montre que dans plein de cas, ce qui est raconté, c'est l'exact inverse. Ce qui est raconté, c'est un peu une légende. C'est-à-dire qu'on part de fait, regardez que le talon, et regardez, les talons, en fait, ils tapent fort le sol, et ça marque tout le monde, parce que l'image, elle est simple. C'est un marteau, quoi. Un truc dur qui va défoncer ton tapis quand il va courir dessus. Il y en a. C'est pas des coureurs optimisés, c'est des coureurs qui tendent à se blesser, ça. Donc, on n'est pas dans une préférence. On est dans un problème dans ce cas-là. Mais ne prenons pas 4% ou 5% des gens qui ont un problème comme une généralité pour dire qu'il ne faut pas faire le seul endroit où tu as regardé. C'est-à-dire, dézoome un peu ton regard. Le corps, quand il va agir, il met toujours un mélange de dur et de mou. Le terrien, c'est celui qui met du dur dans le touche. Ça s'appelle du talon. Il met du mou au-dessus, 504 Peugeot. C'est-à-dire, il va utiliser les gros muscles qui sont les muscles de la flexion, le quadri, les fessiers, pour venir amortir avec le haut du corps. L'aérien, il met le mou en dessous. Ça s'appelle l'avant-pied. Donc, qui permet d'utiliser des tissus qui vont venir amortir à cet endroit-là. Et il met du dur au-dessus. Celui qui mettrait du dur plus du dur, il a un problème. Celui qui met du mou et puis du mou, il a un problème, qui a un autre problème. Mais les deux ont un souci. Donc, on est en train de parler de systèmes optimisés. Et après, on montre combien les rendements sont exactement les mêmes. Puis voilà, la suite des études vient. Mais quand on regarde, il n'y a pas besoin d'avoir fait 1000 études pour faire ça, parce que le point de départ, c'est, écoute, quand 90% de la population, il y a, toutes les publis le disent, foutent le talon en touch, j'aurais du mal à croire qu'on soit tellement nul, qu'on ait tellement été mal prévu, qu'on ait eu un talon et qu'il fallait pas le poser dans la course. C'est pas possible, 90% des gens. Moi, au moment où je suis arrivé, dans les années 80, on expliquait que c'était les gens qui étaient, pour le commun, c'était les gens qui étaient avant-pied qui avaient un problème. Moi, je me souviens qu'au moment où j'ai dirigé un institut de médecine du sport, la nana que j'ai remplacée, elle me dit, écoute Cyril, si tu vois quelqu'un qui est avant-pied, tu lui expliques si on a un talon, c'est pour le poser dans le sol. Donc toi, à l'époque, on voulait obliger les gens à être en déroulé. Alors, c'était déjà pas terrible, mais au moins, c'était que 10% de la population que tu venais défoncer. Mais là, c'est 90% des gens à qui tu expliques que ça va pas. Ouais, on est toujours dans un... C'est important de dézoomer. Alors, la question que tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, Cyril, c'est vrai que tu as évoqué les gens qui te font la remarque sur tu parles des préférences naturelles et donc de la diversité dans le vivant. Et effectivement, créer deux catégories, terrien et aérien, ça peut être un peu paradoxal avec cette approche de pluralisme. C'est vrai que ça m'a traversé l'esprit de me dire, effectivement, quand on lit le début de ton livre, on voit que on est unique et qu'on dépend de tout un tas de paramètres, et le fait de créer deux catégories, terrien et aérien, ça va un peu à l'encontre de la logique de mon point de vue. Est-ce que par exemple, moi, je peux être quelqu'un qui suis à mi-chemin, pile poil entre les deux?
Bon, ça, c'est le problème du spécialiste qui met des définitions et c'est le problème du langage. Le langage, il est fait pour faire simple, qu'on comprenne très vite. Le vivant, lui, construit des continuums. Et donc, les gens qui sont intéressés 2 minutes à ce qu'on raconte savent qu'on parle de curseurs, en fait. C'est que des curseurs. Je reviens à l'origine de ce qu'on avait posé comme question. Le monde est polarisé. Donc, on voit des polarités, donc des systèmes opposés systématiquement. On met un nom là-dessus et on explique, ça c'est l'approche systémique. L'approche systémique explique qu'il y a des curseurs, donc il y a des degrés d'expression entre l'un et l'autre. Et que c'est le niveau de degré d'expression qui fait que si 80% de ton temps, tu es plutôt dans l'un, on va plutôt t'appeler comme ça que de t'appeler de l'autre manière. Et donc, que ce curseur, c'est un endroit dans lequel tu vas faire un chemin. Il y a des gens qui ont un peu plus chaud, des gens qui ont un peu plus froid, mais ça n'empêche pas que quand tu n'as pas d'énergie, même si tu es celui qui a chaud, tu as froid. Donc, on vient construire, non pas des cases, mais on va construire des curseurs pour essayer de se dire, quand on a un motif de consultation, je veux être plus performant, le sportif a besoin de quoi? Est-ce qu'il a besoin d'être amené un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche de ce curseur? Donc, on a un curseur de flexion, d'extension, avec un peu plus à droite, côté extension, ceux qu'on a appelés les aériens, un peu plus à gauche, ceux qu'on a appelés les terriens. Donc, c'est une manière de venir c'est une grille de lecture du monde pour répondre à ton besoin. Je n'ai rien à foutre que tu sois terrien ou aérien, si tu veux. Après, le problème, c'est que on a commencé à exister à partir du moment où terrien, aérien, ça existait. Parce que là, on est reconnu. Donc, en fait, tu commences à être reconnu quand tu utilises des mots impactants. Et puis après, on te reproche d'utiliser des mots impactants. Mais en fait, ceux qui continuent l'histoire dans lequel, puisque tu as utilisé 2 mots, tu veux mettre les gens dans les cases, c'est juste qu'ils ne sont pas écoutés. Alors, on a des centaines d'heures de vidéos, on a des écrits, on a des milliers de pages. C'est juste qu'ils n'ont pas commencé à faire le début d'un commencement. Donc, et j'ai pas de souci, moi, que les gens s'intéressent pas à ce qu'on dise, les gens font bien ce qu'ils veulent, si tu veux. Mais si tu viens parler de moi, tu t'intéresses 2 secondes à ce que j'ai au moins écrit, lis au moins 2 pages. Et ça, n'importe qui a lu 2 pages de ce qu'on a écrit, il verra que notre objectif n'est pas de figer les gens dans terrien et rien. Maintenant, je termine avec ces cases. Ces cases, pour moi, il est préférable de les avoir dans notre esprit. Il ne faut pas les imposer dans le monde. Pourquoi? Parce que on veut pas réinventer l'histoire avec un athlète à chaque fois. Ça va bien l'histoire que chacun a sa particularité. C'est-à-dire, on veut tous être des gens absolument uniques. Mais je veux dire, on va pas passer à chaque fois 15 ans avec un sportif. Je veux dire, il vient, on a 2 heures pour faire un bilan. Faut qu'on ait quand même l'objectif de quelqu'un qui est compétent dans un domaine. C'est quand même d'aller le plus vite possible pour proposer ce qui semble être la meilleure solution dans ce domaine-là. Et pour ça, tu as besoin de modèles. Notre objectif n'est pas d'enlever des modèles. C'est de prendre des grands modèles qu'on appelle optimisés. Donc là, on en a fait 2, terrien aérien, puis on peut en avoir d'autres qui sont à l'œuvre, qui sont des points de repère pour comprendre de quelle manière, en fait, tu te différencies de ces points de repère. Et comprendre si cette différence, c'est ta puissance ou si c'est ton impuissance. Donc, en fait, on veut pas tout réapprendre. L'humanité fait pas ça. On a tous besoin de modes, on a tous besoin de modèles. On veut juste mettre le niveau de modèle accessible à notre conscience. On se dit qu'avoir 2, 4 modèles plutôt qu'un, finalement, c'est pas plus mal. Et derrière, comment on termine? On dit aussi aux sportifs, dis-moi qui tu admires. Toi, par exemple, en Suisse, sur le tennis, pourquoi? Parce qu'on a besoin de tuteurs d'éducation. On a besoin de ces modèles, en fait. On a besoin de gens à admirer pour devenir. Eh ben, on essaie de faire en sorte que les gens que tu admires soient des gens qui soient meilleurs que toi, mais qui aient un peu quelque chose en eux qui te ressemble. Voilà, parce que si tu veux être à travers eux et que tu n'as rien des caractéristiques qui vont t'amener à être comme eux, ça va pas le faire. Je suis en Suisse, on travaille pas mal avec le tennis et d'autres sports, mais dans le tennis, tout le monde veut être Federer. Mais je veux dire, tu as un gros cul, tu as un bassin large, et c'est pas d'être Federer. C'est pas fait pour ça. Respecte ton bassin, tu rentres dans ton bassin, c'est anatomiquement, en plus tu peux pas le changer, tu peux pas aller chez Ikea pour changer de bassin, c'est anatomiquement ce qui te permet un bon système d'ancrage. Tu es d'abord basé sur l'ancrage, sur la force, utilise ça et va plutôt regarder Wawrinka, va plutôt regarder Rune, qui sont des gens bien, va plutôt regarder Swiatek, qui sont des gens bien, et tu verras qu'ils vont t'apprendre avec des caractéristiques suffisamment proches de toi pour que tu respectes ton corps. Très clair. Non, c'est très clair, c'est hyper intéressant. C'est vrai que vas-y Gwen, je t'en prie. Ouais, non, moi je voulais juste revenir sur en fait ce que j'ai compris par rapport aux vidéos que j'ai pu regarder, c'est qu'en fait le curseur, on va le mettre en fonction aussi de l'environnement et des contraintes de l'environnement.
en fonction de Et terrien et aérien, c'est ça? Si tu veux, c'est toujours, on doit jamais, c'est une très bonne remarque, on doit jamais quitter l'aspect animal. Or, un animal, il assure sa survie dans une relation permanente avec l'environnement. Donc, l'environnement n'est pas contraignant. Ben, on va dire, c'est très bien. Cours sur la route en étant terrien aérien, fais ce que tu veux, c'est optimisé. Maintenant, tu es aérien et tu veux être dans ton moi-tout. Tu veux dire, putain, moi, je suis aérien, c'est comme ça, c'est super de rebondir sur l'avant-pied. Ben, je veux dire, va pas courir sur la plage ou Touquet, ça va pas le faire. Parce que là, tu as besoin d'un système de rebond de l'environnement. Donc, tu comprends mieux à quel moment tu peux imposer ton système à l'environnement et à quel moment tu vas devoir, donc, principe de sélection, ou quel moment tu vas devoir t'adapter en fonction à ton environnement. Je suis quelqu'un qui a une foulée relativement ample, plutôt rebondie. Bon, j'habite en montagne, tu comprends vite que quand tu veux faire 2000 mètres de dénivelé sur une pente à 10%, il ne faut pas courir comme ça. Et donc, tu dois, en fait, j'appelle ça rentrer dans l'esprit de la montagne, donc trouver des solutions, donc adapter. C'est que là, l'environnement devient dominant parce que tu n'as pas en toi les éléments pour t'imposer. Donc, tu dois respecter à ce moment-là ton environnement externe parce que c'est lui qui domine. Je veux dire, si tu es sprinter, tu t'appelles Marie-Josée Pérec et puis que tu veux faire le marathon de Paris, tu vas pas expliquer que c'est très bien de faire une séance de 4 fois 200 mètres. C'est-à-dire, tu vas rien faire avec ça. Pour le 400 mètres, c'est pas mal. Pour le marathon de Paris, il va falloir faire de l'endurance, mais c'est les trucs les plus basiques du monde. Parfois, dans un environnement non contraignant, je peux être dans ma pure liberté, le truc qui me convient bien. Parfois, si l'environnement a des contraintes, je vais être adapté à cet environnement. Pareil, je vis en montagne, je supporte pas le froid, c'est pas un problème. Je suis complètement con, il fallait que j'aille au bord de la mer, il s'avère que je suis en montagne, je mets 2 couches et puis ça va bien. Et puis on en vient, parce que tu parlais de l'environnement qui te permet d'influer sur tes qualités naturelles, on va dire. J'aimerais revenir sur la vidéo qui a été faite récemment, où tu analyses les derniers kilomètres de Sierzinal 2023 avec Sylvain Cachard et Patrick Kipengeno, si je dis pas de bêtises, et où tu utilises cette vidéo pour expliquer que en gros ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire que en fonction de l'environnement, et là on parle de par exemple les derniers kilomètres de Sierzinal où il y a une partie qui est en pente très raide et une partie qui est en pente modérée, et tu expliques en regardant cette vidéo que les deux coureurs, que ce soit Sylvain ou Patrick, ont deux particularités différentes qui leur permettent d'être plus efficaces dans une ou l'autre situation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as voulu dire par là? Et tu l'avais appelé le gainage n'existe pas. Et ça, c'est vrai que ça m'avait un peu étonné, le nom de cette vidéo. Oui. En fait, il faut comprendre de nouveau, quand on est dans un monde analytique, on va regarder une petite partie, puis on va lui donner des propriétés. Puis on va dire, il y a assez de cette qualité ou il n'y a pas assez de cette qualité. Donc, soi-disant, le gainage, donc la capacité du corps à être suffisamment solide, dépendrait de compétences de force des muscles. Voilà. C'est en gros la vision qu'on a du gainage. Et donc, quand tu vas faire du gainage, tu vas renforcer tes muscles posturaux, tes muscles profonds, et tout va bien aller, Madame la Marquise. Et là, et je répète, on raisonne toujours comme ça. Quelqu'un qui est pas stable sur son appui, tu le fous sur un appui instable et puis tu vas développer des capacités à être stable. Et nous, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Dans une approche systémique, je reviens là-dessus. En fait, on ne dit pas que ça ne peut pas exister. Ça existe, par exemple, si post-traumatique, il y a un muscle qui va manquer d'une qualité. Mais on explique l'approche qu'il faut comprendre le système dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est un corps qui bouge. C'est pas un muscle qui est fort ou qui est pas fort. Et donc, comment le corps il fait pour atteindre une performance, pour faire face à certaines contraintes. Donc là, ce qu'on observait, c'est qu'il y en a un qui était Sylvain, qui était, si le gainage, là on regardait, puis on dit c'était la stabilité du bassin, notamment dans le plan droite-gauche, non dans le plan frontal, mais on voyait qu'à un moment donné, il y a Sylvain qui revient sur Patrick, et on est dans une pente, là, c'est un moment où il y a plus de 30% de pente, donc dans un truc très pentu, on voit qu'il est complètement gainé. Et Patrick, on a le sentiment que ça part tellement à volo que tu as envie de lui mettre la main sur l'épaule en disant arrête là, parce que tu vas finir, tu vas avoir la gueule en sang. Tu vas te blesser. Ouais, on a vraiment le sentiment qu'il est fini de chez fini, quoi, qu'il est cuit, que je sais pas, il fait une déshydratation, je sais pas quoi. Mais et puis donc le français Sylvain passe, il prend de l'avance. Et là, on voit à un moment donné qu'on arrive sur une pente je connais le parcours, après moi j'habite pas très loin, donc
qui est aux alentours d'une dizaine de pourcents. Puis on sait que c'est 10-12%, c'est une zone dans laquelle les systèmes d'équilibre peuvent se différencier. Dit autrement, à 10%, tu peux encore laisser la tête devant. Eh ben, à 20%, tu dois foutre le pied devant parce que il faut que tu freines, quoi. Quel que soit que sinon tu vas faire une rotation avant, boum, puis finir la gueule sur le trottoir. Et donc, et là, j'observe, je suis en train de la suivre en live, et là, j'observe que d'un coup, celui qui n'était pas gainé, ça se joue en 2 secondes, en fait. On a le bassin qui se réarme, en fait, qui devient très gainé. Ah ben, je me dis, tiens, il y a l'aérien. Donc, j'y reviens juste après. En premier, je me dis, celui, donc Patrick, visiblement, à 10%, il a l'air très à l'aise. Puis, comme je connais la fin de la course, je me dis, c'est pas gagné pour Sylvain. En fait, c'était 3e et puis 4e place. Et donc, on est passé subitement dans cette situation dans laquelle celui qui n'était pas gainé, Patrick, devient gainé avec un changement de pente. Et celui qui était très gainé avant, Sylvain, devient non gainé quand il y a un changement de pente. Et ça, la seule chose qui permet de le comprendre, c'est le fait que le gainage dépend d'une bonne connexion entre le cerveau et puis les muscles, plutôt qu'une propriété musculaire, et que cette bonne connexion s'instruit selon l'équilibre. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec un équilibre antérieur, quand ils mettent leur poids à l'intérieur, à l'avant. Donc, une pente de 10% te permet de te mettre ton poids à l'avant. C'est des gens qui utilisent plus que les muscles arrière pour coordonner leur corps. Coordination, gainage, pour nous, c'est le même mot. Et donc, c'est parce qu'il est aérien qu'il est mieux à ce moment-là. Et puis, comme tu es un endroit où tu es meilleur, construit toujours une force, construit toujours une faiblesse, que ta force avant construit la faiblesse arrière dans ton cas. Et que Sylvain, lui, c'est un terrien. Donc, les terriens, nous, on le vit au quotidien au labo. Là, parce qu'on est terrien en rien, on va souvent courir. Moi, je suis l'aérien. Je pense, par exemple, Thibaut, qui est un terrien. Je rêve de pouvoir faire un jour ce qu'il fait à 30%. Donc, je m'accroche comme l'a fait là, mais ça part dans tous les sens, et puis c'est l'inverse quand on arrive à 10%. Donc, le gainage, l'apprentissage de la pente, c'est un apprentissage du fait de réussir à pas chuter, et on part pas tous du même niveau, parce qu'il y a des gens qui spontanément sont organisés pour être à l'aise avec le poids devant, et puis d'autres avec le poids derrière. C'est ce qu'on appelle, c'est une deuxième définition d'être terrien aérien. Et donc, quand on vient à Volo d'Haleine, vous avez des tests qui permettent de définir un petit peu quel type de coureur vous êtes, c'est ça? C'est-à-dire que... Exactement. Voilà. Exact. Et en fonction de ces tests, on peut savoir sur quel élément travailler en fonction des objectifs, du type de sport que vous faites, qu'on fait, etc. Oui, après on fait toujours comme au départ, qu'est-ce que tu as fait, quel est ton objectif, et ensuite tout ce qu'on va mettre en œuvre, l'ensemble du testing, des observations, des consignes qu'on va mettre en œuvre, est fonction de pourquoi tu viens. Donc, si, par exemple, un aérien qui dit « je vais faire l'Ultra Trail du Mont Blanc », on va quand même pas organiser de la même manière qu'un aérien qui dit « je veux être fort sur 1500 mètres », parce qu'on va toujours réinscrire dans les conditions de l'environnement. Il ne s'agit pas de remplacer l'environnement externe et sa connaissance par un environnement interne. Il s'agit de produire la meilleure intelligence entre les caractéristiques de l'un et les caractéristiques de l'autre. Donc, ce qu'on appelle le motif de consultation, le pourquoi tu viens, domine toujours. Moi, je ne veux pas vendre du terrien et des aériens à personne. J'utilise ma connaissance pour essayer d'être le plus juste dans ma proposition d'action. Et là, en l'occurrence, pour l'exemple de Sylvain, si on prend uniquement Sylvain, qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer en termes d'exercice, en termes d'approche pour qu'il s'améliore? Est-ce qu'on considère que ce sont ses qualités propres et que on doit améliorer ses forces et pas forcément faire attention à ses faiblesses, ou est-ce qu'on peut améliorer tous les paramètres? Mais ça s'appelle une expertise. Il y a des gens qui vont dire si tu es aérien, tu dois être aérien. Des gens qui vont dire si tu es terrien, tu dois être terrien. Ça n'a pas de sens puisque tout est en rapport à l'environnement. Si tu observes, si je regarde par exemple Patrick, il y a d'autres aériens de la course qui ont été bien meilleurs que lui sur du 30% de descente. Donc, lui fait partie des gens qui, certes, sont aériens. Les aériens vont être moins bons en moyenne, mais tu as quand même la capacité à t'améliorer dans tes faiblesses. C'est quelque chose qui est adaptable. Et on explique les parties du corps qui sont très adaptables. Ta largeur de bassin, c'est pas adaptable, donc tu dois faire avec. Maintenant,
un système nerveux est adaptable. Donc, on explique les degrés d'adaptation. On va expliquer que travailler en endurance est plus adaptable que travailler en vitesse. Donc, on essaie de mettre de l'expertise un peu partout. Et si tu observes, tous les sportifs de haut niveau font ça, je veux dire, tu regardes le top 20, tu regardes dans chaque segment combien tu es classé, tu vas bien voir les segments dans lesquels tu es faible, les segments dans lesquels tu es fort. Donc, par exemple, Patrick, là, c'est celui qui, sur le top 20 ou le top 30, fait le moins bon temps dans le moins 30%. Je sais pas, à moins qu'il m'explique qu'il peut encore tellement gagner sur les forces qu'il va arriver avec plus de 5 minutes d'avance sur le deuxième dans la dernière zone de Cerzinal. S'il est capable de faire ça, il peut faire que dans ses forces. Sinon, il va falloir qu'il progresse dans ses faiblesses. Et donc, l'expertise sur le travail des forces et des faiblesses va être exprimée en fonction des paramètres de réussite ou d'échec dans l'environnement. Si je prends pour Sylvain, j'ai plus en tête ses temps et combien il perd sur la dernière partie, mais il faut qu'il le fasse à proportion. Nous, on regarde toujours le top 100 mondial et on dit les endroits où tu sors complètement et où ça te fait prendre, par exemple, 2 minutes ou 3 minutes là dans la tête, ça peut être quand même un intérêt à venir travailler tes faiblesses. Donc pour nous, travail des forces et des faiblesses n'a pas à voir avec terrien et rien, ça a à voir à chaque fois avec une expertise dans laquelle on se dit, OK, combien de temps on a, mais c'est ce que font tous les entraîneurs, combien de temps on a pour pouvoir progresser là-dessus, de notre expérience, combien de temps il faut pour pouvoir progresser là-dessus, compte tenu de ce que tu perds comme temps dans cette partie-là de la course, il nous semble intéressant de faire un travail, par exemple pour Sylvain, de ce qu'on appelle la proprioception aérienne, donc d'apprendre à organiser ses épaules sur l'avant, d'être capable d'améliorer la proprioception de sa chaîne postérieure. Et donc derrière, on mettrait à la fois dans des passages qui vont amener un petit peu plus de ça, sans exagérer. On peut être avec les épaules devant et puis en étant bas sur ses cuisses. Donc on va chercher l'étape d'après de toi-même, mais meilleur que toi. Parfois, ça va être en améliorant encore tes forces, parfois en améliorant tes faiblesses, mais ça, c'est une compétence au même titre. Comprendre qui tu es, comprendre de quoi tu as besoin. Des fois, tu as besoin d'être au-delà de qui tu es aujourd'hui. Parfois, tu as besoin encore d'améliorer qui tu es. Ça, c'est à chaque fois qu'on doit faire cette question sur le sportif. Très clair, Cyril. On arrive gentiment à la fin de notre échange là sur l'aspect préférence naturelle et trail. Alors vous avez fait une super vidéo là, un Q&A là, une question-réponse récemment. Alors je crois que c'était il y a un petit moment, mais spécifiquement dédié au trail. Alors vous, je souligne que vous faites beaucoup de contenu sur YouTube, donc ça c'est hyper cool. Il y a pas mal de matière à se renseigner sur Volo d'Haleine. Sur l'aspect préférence Volo d'Haleine de manière générale et trail, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant d'important dans la pratique du trail, alors que ce soit en montée. Alors on a parlé beaucoup de la descente là, on a bien compris, mais par exemple en montée. Bon, l'aspect équilibre, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour le savoir. L'aspect équilibre ne se pose pas tellement dans la montée. L'aspect d'équilibre, ça a à voir en particulier avec la descente et puis en particulier avec la largeur du chemin. Voilà, il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus large, il y a des gens qui ont besoin le rapport à la chute, c'est dans ces environnements. En montée, il n'y a pas le rapport à la chute. Donc la montée, c'est d'essayer d'optimiser son énergie. La première chose qui fait que tu vas être en haut dans la montée, c'est ta consommation d'oxygène par kilo de poids de corps. Donc c'est un truc qui est très déterminé physiologiquement, génétiquement, mais que tu peux travailler. Donc, si tu perds du poids ou si tu gagnes en consommation d'oxygène, tu vas être plus vers le haut. Donc, la corrélation, même s'il n'y a pas que celle-là, parce que sinon, si Pascal ou d'autres m'entendaient, ils me tueraient, il n'y a pas que celle-là, mais c'est le paramètre numéro 1. Voilà. Tu as plus d'oxygène par kilo de poids de corps, tu vas être plus vite en haut. Le deuxième paramètre, qui est un paramètre important, c'est l'amplitude. Voilà. C'est-à-dire que si tu viens générer de l'amplitude, tu génères de l'oscillation. Voilà. Et si en plus tu es en système de rebond, je veux dire, là tu vas être défoncé. Donc de l'amplitude plus du rebond, ça marche pas. Donc comment tu vas faire pour diminuer ton oscillation, pour pas prendre 2 fois la pesanteur liée à la pente et la pesanteur liée à ton système d'oscillation? Tu peux le prendre ou en augmentant ta cadence, dans ce cas-là, ou alors en te mettant à marcher plus vite. Tu peux faire de l'amplitude, mais en rasant le sol. Et là, il y a différentes manières de marcher. Donc, on assure que le niveau d'amplitude-cadence soit à peu près au bon niveau. Ça, c'est le deuxième paramètre qui est en jeu. Le troisième, le mind to move, c'est que les gens, quand ils sont pas bons quelque part, ils veulent mettre trop de tête puis pas assez de corps.
Si tu es moins bon dans la montée, c'est pas grave peut-être que l'autre perde 100 ou 200 mètres, parce que le moment où tu perds ou gagnes le plus de temps dans un trail, c'est dans les descentes. Et donc, si tu es plutôt un bon descendeur, laisse un peu filer. Donc, c'est le troisième mind, c'est garde toujours une capacité à accélérer encore dans ta montée. Et donc, n'aie pas une image dans ta tête que du haut, et plutôt l'image d'en bas. Celui qui est très fort dans la montée, lui, il faut peut-être qu'il fasse la différence dans la montée. Donc, il faut bien qu'il ait l'image d'une bonne gestion d'énergie jusqu'en haut. Mais celui qui est plutôt fort dans la descente, laisse aller. Moi, je suis plutôt pas très fort dans les montées. Moi, je laisse toujours, quand je suis avec des coureurs qui ont à peu près le même niveau, je laisse toujours un peu aller. Je profite, je joue en mode adaptatif. Dès que ça devient un petit peu moins monté, je laisse aller ma grande foulée, puis je rattrape déjà pas mal de mètres à ce moment-là. Le moment où c'est l'endroit où je suis pas fort, je me mets pas en sur-régime, je laisse partir un petit peu l'autre, parce que j'ai confiance à ce que je vais faire en bas. Le pire étant pour moi d'exploser dans la faiblesse et de plus pouvoir utiliser mes forces. Donc, je me mets stratégique dans ma faiblesse, et puis je vais plein pot comme un abruti sur mes forces dans ce cas-là. Donc là, c'est un troisième paramètre. De pas se mettre en sur-régime, alors qu'on voit bien au quotidien, celui qui est pas bon, il pense que parce qu'il a plus de volonté, mais pour moi, la volonté, c'est un sport d'incompétent. C'est la relation avec ton corps qui va faire que tu es assez respectueux du fait que tu sois bon ou tu sois pas bon. Et tu n'as pas besoin d'être le meilleur partout. Ça se joue à l'arrivée, en fait, ta place. Donc, troisième paramètre, je dirais, dans la montée, même s'il y en a plein d'autres, c'est d'avoir la bonne image et de respecter qui tu es dans cette montée. Ne va pas te mettre en situation trop inconfortable, comme on le vit tous sur tous les trails. Tu es dans la première montée, tu dis, dis donc, tu as envie de tourner vers la personne pour dire, mais tu vois bien que tu es en sur-régime, ça va pas le faire. Alors, ça nous arrive aussi, attention, je me mets dans les coureurs. Je veux dire, la dernière que j'ai fait exactement l'erreur. Tu es à 50 berges, tu dis, mais non, je fais plus l'erreur. Bam, j'ai fait la même. Donc, on fait partie de tout cela, si tu veux. Mais voilà, le troisième paramètre, c'est ça, avoir la bonne pensée, respectueuse des caractéristiques de ton corps, et puis du fait que cette montée, c'est pas l'endroit où tu t'exprimes le mieux, mais tu peux, à un moment où tu te sens pas bien, à un moment où tu te sens fragile, tu peux continuer d'être là quand même, pas trop mal. Pas le meilleur, mais pas trop mal. Super intéressant, Cyril, des bons conseils à prendre, ça, c'est clair. Gwen, est-ce que tu veux poser une dernière question à Cyril avant qu'on se sépare? Non, c'était super clair, super intéressant. Donc, moi, ce que j'ai compris, en fait, de la méthode, entre guillemets, c'est que c'est une adaptation à l'environnement en fonction une adaptation, à l'environnement en fonction de l'objectif qu'on se fixe, quoi, surtout. Et, voilà, on va pas du tout avoir la même approche en fonction, justement, je me répète, de l'objectif qu'on va se donner et de là où on veut aller, quoi. J'ai bien compris, quoi. Si tu veux, de toute histoire humaine, ça, on le sait. Nous, on veut surtout pas l'oublier. Le spécifique est le plus important. Tu t'inscris dans un environnement, respecte ton environnement. Simplement, c'est ça qui a tout expliqué jusque-là. Maintenant, on ajoute un deuxième élément, c'est que tu as un environnement interne. Et cet environnement interne, il a ses propres caractéristiques qui parfois vont bien convenir dans certaines situations, puis pas bien dans l'autre. Si ça convient bien dans certaines situations, impose-toi dans ce que tu es. Si ça convient pas dans l'autre, apprends de l'extérieur de ton environnement. Voilà ce qu'on appelle le travail des forces ou le travail des faiblesses. Mais c'est toujours, donc c'est ni l'un ni l'autre. C'est les deux en relation qui créent ce qu'on appelle un contexte. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de répondre à ce contexte donné. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui avait les mêmes capacités dans l'aérien que dans le terrien? Oui, il y a des gens qui sont très proches. Et d'ailleurs, c'est des gens-là, ils en ont rien à foutre de ce qu'on leur raconte. C'est autre chose qu'il faut leur raconter. Parce que eux sont, en fait, les gens qui sont très à l'écoute d'un des éléments qu'on va donner, c'est à l'endroit où ils en ont les sensations immédiates. Celui qui est très adaptable, qu'est-ce qu'il va dire? On le voit bien même dans l'information, il va dire, mais c'est des conneries ce que tu racontes. Parce que moi, je peux faire ça, je peux faire ci. Et il a raison. C'est pas quelque chose qui va le marquer. Pourquoi je viendrais me mettre dans un système alors que je sais aussi bien réaliser l'autre système? En revanche, l'endroit où tu vas le toucher, c'est quand il y a une autre de ses particularités, de ses caractéristiques, où là, il va être très marqué, ce qu'on appelle le sportif adapté plutôt que adaptable. Le sportif adaptable, il a besoin de personne. Lui, en fait, c'est son principe. Il peut rencontrer tous les environnements et être bon partout. Ça s'appelle un généraliste. Okay. En revanche, je peux te dire que celui qui est très adapté au système de flexion d'extension, dès qu'il nous écoute, il dit putain, mais c'est génial ce truc, parce que lui, il en a les sensations immédiates. Puis comme il s'avère qu'on a plusieurs strates de qualité, il y a toujours un endroit
on est un peu plus adapté et puis pas adaptable, et c'est cet endroit-là qui va nous toucher. Et nous, c'est celui qu'on cherche parce que c'est ça la priorité, puisque je l'ai déjà dit au départ, et je ne peux que le répéter, quelqu'un qui saurait dire le truc le plus important pour moi dans ma vie, c'est ça, eh bien, il était en train d'exprimer le truc, l'endroit où il est le moins adaptable. Donc, où il est le plus adapté. Et que le système nerveux va tout faire pour défendre ça, puisque ça ne peut pas changer. Et donc, il va utiliser tout le reste des systèmes pour protéger ce qui, en toi, est le plus caractéristique, donc le plus important pour toi. Donc, que des gens te disent, moi, terrien aérien, ça me parle pas, ben, je dis très bien, sans doute, parce que tu es capable de faire l'un et de faire l'autre, donc pourquoi s'encombrer l'esprit avec ça? Il y a peut-être autre chose de beaucoup plus important pour toi, et là, il y en a beaucoup, des choses à venir aborder. C'était passionnant, Cyril. Franchement, merci énormément pour tout ce partage dans ce podcast. Je sais que tu dois filer. Où c'est qu'on peut joindre Volodalen, qu'on peut avoir des informations sur Instagram, sur YouTube. J'ai déjà dit, vous êtes présent. Oui, sur le site volodalen.com, volodalen.com. Il y a une chaîne YouTube, il y a des pages Facebook. Enfin, il y a tout ce que tout le monde a aujourd'hui. Voilà, on propose des formations à cette approche, des bilans en Suisse, là-bas, on a une salle en France à Caen, voilà, donc, mais allez directement sur les réseaux, vous allez trouver. En n'écrivant pas Voltaren, hein, Volodalen. Volodalen, très important. Merci énormément beaucoup. Cyril, c'était un vrai plaisir et puis peut-être à bientôt sur un événement ou en montagne. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Allez, au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Cyril Gendre de Volodalen et Gwenaël Moisan, le Patreon, que je remercie énormément du temps qu'ils ont accordé au LTP. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur Facebook, LinkedIn, Strava ou Instagram à Nicolas Guilleneuf. Si vous souhaitez aider le LTP, rendez-vous sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify en fonction du moyen que vous utilisez pour écouter. Et n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles et un commentaire, ça fait toujours plaisir de voir que le LTP fait réagir. Si vous souhaitez vraiment aider encore plus le LTP, rendez-vous sur patreon.com/let's-try le podcast, ou alors vous parlez tout simplement du LTP autour de vous. Ça aide à faire grandir la communauté, vous recommandez des épisodes bien spécifiques à vos amis, à votre famille, à votre entourage. Voilà, ça peut toujours servir. Et puis je sais qu'en plus j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent faire tourner, si on peut dire, les épisodes du LTP à leur entourage, donc c'est toujours intéressant. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast, et d'ici là n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut